Donc, le thème d'aujourd'hui concerne la rupture amoureuse. Et le titre, c'est «D'où viennent nos peurs derrière une rupture?» Parce que la rupture amoureuse, c'est extrêmement douloureux pour beaucoup d'entre nous. C'est comme un deuil même, voire pire qu'un deuil des fois. Et on peut se poser la question, quand vous traversez des choses comme ça, pourquoi est-ce que c'est aussi douloureux? Quelles sont les peurs qui s'y cachent? Alors, après une rupture, souvent, on se dit il me manque, elle me manque. Bon, ça, c'est la version acceptable. Et c'est ce qu'on dit aux autres, c'est ce qu'on se dit à soi-même. Mais si on gratte un peu, ce qu'on ressent, c'est pas aussi simple. C'est un mélange d'émotions. Il peut y avoir beaucoup de tristesse, il me manque, elle me manque. Il peut y avoir de la colère. Il y a souvent de la colère, puisque dans les étapes du deuil, on va voir qu'il va y avoir de la colère. Donc, on va blâmer l'autre aussi. À un moment donné, on est obligé d'en passer par là pour passer à autre chose. Il peut y avoir de la honte aussi de souffrir tellement, alors que c'est juste une rupture amoureuse. Pourquoi est-ce que je me suis autant attachée à cette personne? Parce que parfois ce sont des histoires même parfois éphémères ou des histoires qui ne ressemblent pas à grand-chose, une histoire avec un homme marié ou une femme mariée. Donc on se dit mais pourquoi je suis tellement attachée, pourquoi j'ai tellement investi alors que dès le départ je savais que ce n'était pas si fonctionnel. Il peut y avoir aussi de la panique à l'idée de perdre quand on commence à traverser la rupture. Et puis, des fois, un soulagement. Donc, tout coexiste. Et tout ça, ça fait peur. Toutes ces émotions, ça fait peur à admettre qu'il y a un mélange de tout ça. Et c'est épuisant. Hein. Donc, les personnes qui traversent des ruptures douloureuses, souvent, elles sont vraiment abîmées. Hein. C'est une fracture, une perte de repère. Et on ne sait plus très bien ce qu'on pleure exactement. Donc, ce qu'on va faire dans cette conférence, c'est pas de résoudre tout, parce que ce n'est pas la baguette magique, mais déjà de voir que la rupture appuie sur des blessures qui existaient avant le partenaire. Et c'est cette blessure-là qui crie. Ça ne va pas minimiser la douleur, évidemment, au contraire, mais ça l'explique. Et donc, comprendre déjà pourquoi on souffre, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir, un peu le sentiment de reprendre le contrôle, parce que le problème de subir une rupture, que ce soit nous qui ayons décidé de rompre parce qu'on n'en pouvait plus, ou parce que l'autre a décidé de partir, n'importe comment, ça revient au même. Il y a la perte, et on a vraiment l'impression parfois d'avoir tellement de douleur, et que le pire, c'est la peur de perdre le contrôle, de plus être, sentiment de ne plus être au contrôle, de perdre les pédales en fait. Et il y a souvent un auto-jugement, je ne sais pas si vous voyez, qui apparaît, qui dit mais pourquoi j'en fais autant une affaire d'État alors que je savais très bien que rationnellement c'était une histoire qui allait dans le mur, que de toute façon ça ne pouvait pas marcher. Donc il y a la partie rationnelle et l'autre partie qui est beaucoup plus puissante, qui nous embarque, qui est la partie des peurs qui se cachent derrière la perte, derrière l'abandon, derrière la rupture. Et c'est ça qu'on va examiner pour avoir l'idée ici, l'objectif, c'est de reprendre un peu le sentiment, de reprendre le contrôle, parce que déjà ça apaise un peu de dire, bon, ok, je vais pouvoir traverser, ça va être douloureux, mais je vais sortir du tunnel. Et je vais mieux comprendre pourquoi il y a toutes ces émotions qui m'épuisent. Voilà, donc une meilleure connaissance de soi, c'est important parce que c'est important de voir, à mon avis, comment on est piloté par ces peurs, comment elles se réveillent et qu'elles sont d'une telle intensité et surtout comment transformer tout ça en mieux repérant ce qui se passe. Alors la rupture, c'est pas du tout l'idée de guérir. On guérit pas. Déjà, je vous le dis, on ne guérit pas d'une rupture. On n'oublie pas la personne qui nous a quittés. On cicatrise. Et souvent, une fois qu'on a tourné la page, alors il faut souvent du temps. Après, on se dit, mais comment ai-je pu être autant parce qu'il faut vraiment du temps pour que la personne ne soit plus dans votre champ. Vous voyez, dans le champ virtuel et dans le champ physique, mais même dans le champ virtuel, dans le champ de l'imaginaire. Donc ça ne se fait pas en 2 minutes, ça prend du temps pour qu'elle ne soit plus dans votre champ de conscience. Et après, on se dit, tiens, mais comment ai-je pu vraiment, comment ai-je pu souffrir autant? Mais quand on est dedans, on n'a pas du tout les mêmes conclusions que, qu'on a bien après la rupture. On se dit, ah oui, maintenant je comprends mieux pourquoi j'étais autant profond
autant dans les abîmes pendant cette période. Voilà, je comprends mieux ce qui s'est passé, mais là, c'est plutôt une conférence pour vous aider à mieux vous connaître quand vous êtes dans la traversée de la rupture. Voilà. Alors, je vais déjà vous faire réfléchir en amont, en introduction, pourquoi est-ce qu'une rupture fait aussi mal qu'un deuil. Donc vous avez vu que l'objectif, ce n'est pas de passer à autre chose, mais de comprendre vraiment ce qui se joue en dessous. Et je vais vous demander, là, comme ça, spontanément, de vous mettre par deux avec votre voisin et votre voisine, et de répondre spontanément. Après votre dernière rupture, vous allez repenser à votre dernière rupture, quelle a été votre toute première pensée? Pas la plus belle, pas la plus esthétique, mais la plus vraie. Voilà. Donc retournez-vous ou mettez-vous juste à côté de quelqu'un, vous repensez à votre dernière rupture, la première pensée, la toute première pensée, la première chose que vous vous êtes dit. Vous avez 2 minutes. La toute première. Alors. Ok. C'est juste une première pensée, hein, c'est pas tout un roman. C'est une première pensée. Donc, alors, je vais récupérer quelques réponses au hasard. Dimi, est-ce que tu peux passer? Alors, qui veut dire, voilà, tiens, la toute première pensée, spontanément, qui vous est venue? Je vais prendre quelques réponses, puis je vais dire après quels sont les classiques, ce qu'on se dit habituellement lors d'une rupture au démarrage. La première pensée, c'était « Ouf !» Le soulagement. L'incompréhension. Je ne comprends pas. Incompréhension. Je ne le comprends pas ou je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'abandon. Je me sens abandonnée. Ouais. La malhonnêteté de l'autre. Ok, ouais. Il y a quelque chose qui cloche, il est malhonnête. Je dirais la perte. Hein? La perte. Je gère quoi? La perte en fait. Je perds. Je perds, ouais. La dépendance affective. Je me sens. C'est une pensée, ça? Je me sens dépendante. Ok. Ok. Une dernière, peut-être. J'ai mal. J'ai mal, ouais, je souffre. Ok. Bon, c'est bon. Alors, vous avez vu que vous avez plusieurs types de réponses. Ça passe du soulagement à l'incompréhension. Hein. Souvent, c'est un choc, quoi. Souvent, il n'y a pas les informations précises, et claires et nettes, parce que quand il y a rupture, c'est deux personnes qui se défendent et qui se protègent mutuellement. Et souvent, ce n'est pas clair ce qui se passe. C'est pour ça, quand je fais de la thérapie de couple, déjà, j'ai beaucoup de mal à démêler c'est quoi le problème entre eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas clairs. Il n'y a pas de clarté à l'intérieur de soi. Donc les motifs, genre on s'aimait, on s'aime plus, ça ne veut rien dire du tout. Alors là, oubliez. Il faut vraiment commencer à piger, mais qu'est-ce qui se joue vraiment dans les dynamiques relationnelles avant de dire, bon, je t'aime plus. Voilà. Alors, souvent, on a dit, je me sens dépendante, donc ça va être l'abandon et ça va être la peur de se retrouver seule pour toujours. Hein. C'est ça la perte. Hein. Et si je finis seule avec mes chats, que vais-je devenir? Ou mon chien. Ou alors, ça peut être des choses aussi du style, j'aurais pu... Alors, ça, c'est le blâme sur l'autre. Il y en a quelqu'un qui a dit, oui, mais il était malhonnête, donc il était menteur, malhonnête, infidèle, je ne sais pas quoi. Donc, le blâme sur l'autre, ou c'est le blâme sur soi. J'aurais dû faire autrement, ça c'est classique aussi. J'aurais pu faire autrement, et c'est moi qui cloche ici.
Il y a encore, je ne suis pas assez suffisante, ou j'aurais dû faire différent, ou je n'ai pas compris, machin. Donc c'est deux manières d'appréhender, hein. Soit effectivement la peur de la perte, hein, et puis du futur catastrophe, soit effectivement le blâme sur l'autre ou le blâme sur soi. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment vous fonctionnez déjà. Est-ce que c'est plutôt une manière de gérer la première pensée, ça va être le blâme sur l'autre ou le blâme sur moi? C'est pas la même chose, hein. Ça peut être les deux d'ailleurs, hein. On peut faire les deux en même temps. Ou alors à un moment donné, on commence par le blâme sur l'autre, puis après on se fait le blâme sur soi. Voilà. Alors, sachez que c'est fatigant, hein, que ce soit parce que c'est extrémiste, effectivement, que quand on est dans je ne passe mon temps à le blâmer, on ne prend pas sa responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quelle est sa part là-dedans, comment on est co-responsable d'en arriver là. Et quand on n'est que dans le blâme sur soi, de nouveau, on prend toute la responsabilité, c'est toute ma faute, je suis coupable. Et évidemment, c'est extrémiste parce que c'est faux aussi, c'est une posture erronée. C'est pas tout noir sur moi et tout blanc sur l'autre, c'est pas tout blanc sur l'autre, c'est tout noir sur moi. Donc vous voyez que les deux postures sont à réviser. Donc je vous invite, si vous faites des choses comme ça, à ne pas vous sous-valoriser et à ne pas passer votre temps à le blâmer parce que vous n'y voyez pas clair non plus, hein. Ça ne vous aide pas de toute façon pour gérer la rupture, d'être dans des extrêmes. Voilà. Donc c'est plutôt de voir qu'est-ce qu'on ressent, parce qu'il y a de la confusion justement quand on est dans la tristesse, dans la colère, dans le soulagement, la honte, tout ça, comme je l'ai dit. C'est déclencheur d'une blessure plus ancienne. Et c'est ça qu'on va examiner, parce que la rupture agit comme un révélateur d'une racine, d'une blessure racine beaucoup plus profonde qui est liée au modèle de l'attachement. C'est-à-dire nos premiers liens, les parents, les figures d'attachement qu'on a eues au début, vont programmer notre façon de vivre toutes les séparations après. Donc les blessures fondamentales, selon les travaux notamment de Louise Bourbeau, mais pas que, puisque ce n'est pas elle qui avait été à l'origine de ça, hein, sur les blessures. Vous connaissez les blessures de base qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Les 5 blessures que j'ai repris dans mon bouquin qui s'appelle « Les 5 profils amoureux », d'une manière différente. Eh bien, vous allez retrouver une réactivation de ces blessures lors d'une rupture amoureuse douloureuse. Ça peut réactiver une blessure ou plusieurs blessures. Hein, vous pouvez avoir en même temps abandon, rejet, ou trahison, injustice, etc., etc. Donc, plus vos expériences passées renvoient à des blessures du passé, plus les ruptures renforcent toujours les blessures et renforcent les peurs et les modèles parentaux, les figures d'attachement, etc., reviennent à la surface de manière extrêmement douloureuse. Et je dis souvent que le couple n'est pas une aventure confortable, parce qu'il y en a certains qui se disent « super, youpi, je pars en couple, ça y est, je vais être protégée, je vais être dans un cocon, à deux c'est mieux et tout ». En fait, non, l'aventure longue du couple, pas l'aventure éphémère, n'est pas confortable du tout. C'est une aventure qui va réactiver toutes les blessures du passé, donc ce que je suis en train de dire, toutes les peurs liées à l'attachement, à la séparation, à l'investissement, hein, comment je m'investis, comment je me détache, comment la juste distance que j'ai avec l'autre, comment je peux communiquer sainement, comment je peux être claire, comment je peux donner des informations. Et tout ça, c'est pas évident parce que c'est très activant en fait. La relation amoureuse vient activer beaucoup plus. Beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui me disent « mais je ne comprends pas, il n'y a que dans les enjeux affectifs que je suis comme ça. Dans ma vie professionnelle, avec mes amis, voilà, je suis indépendante, tout va bien. Mais dans ma vie de couple, dans ma vie affective, c'est vraiment là où je bug. » Bah oui, c'est pas surprenant puisque ça renvoie effectivement aux ruptures et aux modèles parentaux et aux ruptures précédentes que vous avez déjà eues. Hein, et plus vous vieillissez, plus vous avez des bagages. Vous avez assumé d'autres ruptures et des expériences parfois traumatiques. Et du coup, peut-être que si vous avez, par exemple, j'ai une de mes patientes là hier qui avait des blessures de trahison et qui n'avait pas été protégée par ses parents, et qui vivait des blessures de trahison d'hommes. Alors, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, à chaque fois il lui était infidèle, et c'était systématique, ça se répète sans arrêt.
Donc, elle arrive avec vraiment cette anticipation que ce n'est plus la peine, il faut que je lâche l'affaire. Elle est toute jeune, hein. Il faut que je lâche l'affaire parce que je vais encore à nouveau être trahie, je ne pourrai pas le supporter. Et en fait, on se rend compte que dans son histoire, c'était vraiment la non-protection du père qui, à un moment donné, l'avait vraiment lâché, alors qu'avant, il était là, puis après, il n'était plus là du tout. Et donc, on voit des répétitions comme ça, et c'est pas du tout confortable. Bon là, dans ce cas-là, je lui ai dit, écoute, oui, c'est peut-être mieux pour l'instant de ne pas trop s'occuper de l'affaire amoureuse parce que sinon c'est obsessif. Je veux trouver quelqu'un, mais j'y arrive pas et je vais être trahie, et je vais être trahie, je vais être... Donc c'est devenu obsessionnel. Donc bon voilà, il y avait une autre manière de gérer. Mais pour voir que la rupture, en plus c'était une histoire, là c'est un cas, je vous donne cet exemple, où elle était restée 6 mois avec, et puis après il était parti pour une autre, et puis il est revenu avec elle est retournée alors qu'elle était hyper méfiante, et il est resté 15 jours et il est retourné sur une autre. Donc bon, pour vous dire, et 6 mois après, il y a encore en train d'être obsédée, et elle disait, mais j'en ai marre de lutter contre moi, parce que je vois bien que, c'est ce que j'ai dit, rationnellement, ça n'a pas de sens d'être obsédée par quelqu'un comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher d'être obsédée. Donc on voit comment c'est pas l'histoire du partenaire qui lui manque tellement, c'est vraiment cette histoire de blessure, de trahison de son propre père de l'époque, qui n'a jamais été digérée et qui ne dit toujours pas d'ailleurs, sur laquelle elle a une colère énorme, etc. Bon. Alors, donc on va prendre un temps pour identifier les peurs fondamentales derrière la douleur de la rupture. Il y en a 5. Donc voilà, je vais les développer. Ça vous permettra déjà de mieux repérer. Déjà, si vous êtes en rupture en ce moment ou si vous avez été en rupture il n'y a pas très longtemps, ça va vous permettre de voir où vous vous situez sur l'échelle des cinq peurs fondamentales. Et on est tous différents. Donc voilà, déjà de se situer, déjà de mieux se connaître et de mieux se comprendre, c'est déjà énorme. Donc la première peur, quelqu'un l'a dit, hein, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, ça se manifeste comme ça, c'est-à-dire je vais me retrouver seule pour toujours. C'est pas je vais me retrouver seule temporairement et après quelque chose se passera, je ne sais pas, point d'interrogation. C'est vraiment le biais catastrophe. Je vais me retrouver seule et ce, pour l'éternité, pour toujours. Personne ne voudra de moi, on va m'oublier. Voilà. Et je suis, alors là c'est le blâme sur soi, hein, je suis quelqu'un qu'on quitte. Voilà, donc y a je ne mérite pas d'être aimée, je ne suis pas digne d'amour. Donc là, on revoit, on touche les liens de l'attachement de l'enfance. Pourquoi certaines personnes vivent la rupture comme un drame, comme quelque chose vraiment d'intense et de disproportionné quand elles se disent ça, parce que c'est viscéral, parce qu'effectivement, il y a eu dans l'enfance souvent des parents qui n'étaient pas à la hauteur de leur rôle parental et qui ne protégeaient pas l'enfant, qui ne prenaient pas soin. Et du coup, c'est viscéral. Hein. Moi, je travaille, j'ai un groupe, j'accompagne des groupes en formation, dont un qui s'appelle le vide affectif. Là, en ce moment, c'est le travail sur l'attachement évitant et anxieux. C'est un peu dans le même genre. Et on voit qu'il y a des personnes qui, au moment de la rupture ou à l'idée de rompre, même si elles sont dans des relations toxiques, c'est une peur viscérale, la peur de l'abandon. C'est dans le ventre ou dans la poitrine. Et c'est vraiment, ça réveille la nuit, c'est dans les tripes. La personne a envie d'envoyer des messages à 2 h du matin alors qu'elle sait que c'est débile, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Et ça vient donc de très loin, voilà, d'une relation précoce où les parents n'étaient pas assez aimants, peu disponibles. Voilà. Et on a appris qu'il fallait compter sur soi et que les gens finissent toujours par nous quitter. Et donc c'est quelque chose qui se répète. Donc si vous avez la blessure, la peur de l'abandon quand vous êtes en rupture, la question que vous pouvez vous poser, la première question, c'est est-ce que j'ai déjà eu cette peur avant lui ou avant elle? Et si oui, à quel âge? Voilà, pour voir que... Parce que sinon, vous allez tourner autour du partenaire, et c'est lui, et c'est elle, et là. Donc vous racontez l'histoire du partenaire. En fait, c'est beaucoup plus précoce. Ce qui est plus intéressant, c'est de revenir à l'origine. Parce que vous en sortirez beaucoup plus vite si vous réfléchissez sur à quand ça a démarré cette histoire de séparation douloureuse, avec qui ça s'est passé dans le passé, plutôt que de croire que c'est le partenaire X qui vraiment fait tout faux. Voilà.
ça ne vous permet pas d'avancer trop, quoi. Voilà. Donc, alors, je vais quand même vous donner une... Parce que là, c'est bien, mais je vous mets en pétrin, parce qu'en vous disant ça, maintenant, vous êtes content. Oui, alors, je vais aller revenir dans mon passé. Alors, c'est papa qui ne m'a pas protégée, qui m'a trahi. Bon, maintenant, je suis contente, j'en fais quoi? Hein? La question. Ben voilà. Hein? Ah ben voilà. Maintenant, je suis bien avec ça. Et ben voilà. Donc, je vais quand même vous donner un début d'option, quand même. Que quand on est dans « il ou elle m'abandonne », tiens, je vais vous faire réfléchir parce que peut-être vous avez une idée. Je vais vous la donner, mais peut-être quelqu'un a une idée. C'est quoi, qu'est-ce qui permet de sortir la tête de l'eau plutôt que de se dire elle m'abandonne, il m'abandonne et je vais me retrouver seule et ça va être terrible et c'était quelqu'un d'unique et j'ai passé tellement d'années, j'étais tellement attachée, tati-tata. Bon, bref. Comment on sort un peu la tête de l'eau? Se mettre en action. Alors, elle a dit se mettre en action. Oui, c'est une idée. Ça ne suffit pas. Hein. En général, tu te mets en action, mais tu tournes quand même dans il va m'abandonner. Tu peux même donner une conférence en te disant mais quand même, ça m'est arrivé déjà. Hein. En pleine conférence, je dis mais pourquoi il fait ci? On peut faire plein de trucs tout en étant toujours obsédé par l'autre. Hein. Ok. Mais c'est mieux que d'être dans l'immobilité, c'est sûr. Dans le figement, c'est mieux que le figement, c'est la déconnexion, donc c'est plus terrible. Bonjour. Ouais. Une autre idée pour sortir un peu la tête de l'eau. Se choisir. Alors, elle a dit se choisir. Pas la peine de passer le temps. Donc oui, donc c'était la piste. Donc il m'abandonne, ça se transforme en je ne m'abandonne pas. Ou il ou elle ne me choisit pas, égale, ça va se transformer en je me choisis. Hein, c'est le travail de déconstruction. Donc ça s'appelle aussi développer l'amant intérieur ou l'amante intérieure. C'est une autre manière de dire les choses. En fait, c'est un travail qui est courageux parce que ça ne va pas suffire, mais c'est quand même une option, c'est quand même une direction à prendre qui est mieux que de rester sur je vais me retrouver seule et ça va être terrible et je vais peut-être me mettre direct sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un d'autre parce que l'un chasse l'autre, etc. Bon, bref. Hein? Savoir s'aimer, alors c'est dit autrement, mais des fois c'était un peu théorique. Parce que je me choisis, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Alors l'amour intérieur, moi je vais vous donner une piste concrète. C'est ça l'amour de soi. Mais je redeviens ma priorité. Oui, voilà. Alors je me recentre sur moi, je suis ma priorité. Et comment je m'y prends? Donc l'amour intérieur, c'est un truc concret. C'est quand je me dis que j'attends un mot, par exemple un message de sa part, parce que souvent on se dit, il me donnait un petit compliment, ou il me faisait un cadeau, il avait une attention envers moi, ou il me prenait dans les bras, ou il me regardait. Eh ben, je vais le faire concrètement pour moi. Je vais ou me prendre dans les bras, ou demander à un ami de me prendre dans les bras. Je vais demander à quelqu'un de me regarder. Je vais m'offrir un petit cadeau. C'est-à-dire que ce que j'imagine que l'autre peut faire pour moi, je vais me l'offrir, enfin me l'offrir, me le faire à moi-même, dans ce qui est réaliste, évidemment. Je vais pas, mais si je me prends dans mes bras, évidemment, vous allez me dire c'est moins goûteux que quand il me prend dans les bras. Évidemment. Mais c'est une manière de revenir à soi plutôt que de se dire il me manque et je vais me retrouver seule. C'est une boucle en fait. Hein. Et c'est une boucle, un cercle vicieux qui n'est pas très sain. Donc il vaut mieux commencer par se retourner vers soi, apprendre à développer l'amant intérieur, qui est le travail de retournement, hein, qui est il ne me choisit pas mais moi je me choisis. Et après, il y a beaucoup de personnes qui arrivent en consultation avec les ruptures qui me disent mais si je comprends mieux ce qui s'est passé, c'est-à-dire si j'ai les infos en fait, si je comprends, si j'ai les infos, peut-être que je peux plus facilement faire un deuil. Mais parfois, c'est vrai, parfois en comprenant les mécaniques, pourquoi l'autre s'est désintéressé de moi, s'est éloigné et puis a créé la rupture, parfois ça aide pas. Parce qu'on est toujours dans l'analyse. Et pourquoi? Alors des fois, en plus, on n'a pas les infos en clair parce que l'autre n'est pas là et l'autre n'a pas donné les infos parce qu'il n'était pas clair. Mais c'est vrai, il y a des gens, ils partent, ils ne sont pas clairs comme du jus de chaussette, ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils rompent, parce qu'ils ne sont pas conscients des mécaniques internes. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un manque, l'incompréhension, hein, je n'ai pas d'infos, mais de toute façon, il n'est plus là ou elle n'est plus là, donc qu'est-ce que je vais, moi? Alors moi, des fois, on m'interroge, on me dit, je veux comprendre, alors je vais vous dire ce qui s'est passé, et ben oui, mais moi je dis, mais elle n'est pas là, donc j'en avais un cette semaine qui était comme ça, c'était d'un abstrait, c'était d'un flou, il me donnait des informations sur elle qui étaient d'un flou artistique, et moi j'étais censée donner des hypothèses sur pourquoi elle a rompu,
parce que ça allait l'aider à pouvoir faire un deuil. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas à la baguette magique. Moi, je ne veux pas faire des hypothèses sur des hypothèses. Au bout d'un moment, c'est tellement abstrait que ça va aider à rien du tout. Je pense qu'il vaut mieux, à un moment donné, faire ce truc qui est, bon, bah, je me ressens sur moi. Elle est partie, je n'ai pas les infos. Je n'ai pas toutes les infos. C'est pas clair. Mais la réalité, c'est qu'elle n'est pas là. Donc, il va falloir que je me dégage dans le champ de cette personne, en fait. Et que ça va prendre du temps, parce que l'autre est dans le champ toujours, hein, même 6 mois après, des fois. Voilà. Donc, c'est pas toujours comprendre, analyser qui va aider. C'est effectivement revenir souvent au corps. Hein, la boussole, c'est le corps, c'est le guide. Où sont mes envies, où sont mes priorités, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, et arrêter d'être dans l'imaginaire que c'est mieux. Alors là aussi, il y en avait une qui me disait, mais oui, mais c'est bien gentil de dire, mais moi j'ai des ressources, mais je suis frustrée parce que si je ne suis pas dans les bras de cet homme-là, eh ben c'est pas pareil que quand je suis dans les bras de celui-là, eh ben non, c'est moins bon. Ben oui, donc c'est de la frustration. D'accord. Elle vivait de la frustration. Et son enfant intérieur était très capricieux et ne voulait pas tolérer la frustration, c'est-à-dire accepter la réalité telle qu'elle est. Elle préférait vivre dans son imaginaire avec de la frustration et se prendre la tête avec ça, que d'accepter la réalité qui est que, bah oui, c'est peut-être moins goûteux d'être avec ce nouvel homme, ce nouvel amant, parce qu'elle l'aime moins et c'est moins goûteux, mais néanmoins, c'est la réalité. Donc il y a aussi la tolérance à la frustration, qui peut être aussi accepter la réalité telle qu'elle est, qui peut être aussi une aide par rapport à se répéter sans cesse, oui, mais non seulement il m'a trahi, m'a abandonné, ou elle m'a abandonné, mais en plus, c'était le meilleur goût, c'était la meilleure référence, c'était la meilleure personne, c'était l'évidence, c'était avec elle, c'était mon âme sœur, je ne sais pas quoi, mon meilleur amant, tout ce qu'on veut, et après lui ou après elle, nul autre. Voilà, il y en a qui se disent ça, hein, les autres, c'est fade, quoi. Donc c'est intéressant aussi de voir, de refonctionner avec la réalité et de pouvoir aussi travailler avec l'enfant intérieur qui peut apprendre à tolérer la frustration. Ça aussi, c'est une autre chose, hein, derrière la peur de l'abandon. Alors, la deuxième peur, c'est la peur de ne pas être aimable. Voilà, vous pouvez le noter. En ce temps-là, je bois un coup. Voilà. Alors, la peur de ne pas être aimable, ça c'est classique. Si elle est partie, c'est qu'elle a trouvé quelque chose qui ne va pas chez moi et je ne suis pas assez bien. Et donc, pas assez, si je suis une femme, pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez facile à aimer. Si je suis un homme, ça peut être pareil. Hein. Je suis pas assez... j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de charisme, je suis trop effacée, je suis trop soumise, je suis trop je sais pas quoi, bon bref. Ou je suis quelqu'un de méchant, de violent, enfin ça dépend de ce qu'on se raconte sur soi. Hein. Donc elle vient confirmer une croyance qu'on avait déjà sur soi-même. Hein, si j'ai un problème sur l'image de moi, donc si c'est sur le physique, je vais bugger sur le physique, je vais lui dire je suis pas assez belle, c'est sûr c'est vrai. Parce qu'il a trouvé quelqu'un de plus séduisant et séduisante, une femme plus belle que moi. Donc si c'est sur l'intelligence, ben, ça va être j'étais pas assez intelligente pour lui, ou pas assez compétente, ou pas assez bonne amante, ou je sais pas quoi. Donc on va valider des croyances qu'on avait déjà. D'accord ? Et ça, c'est souvent des définitions qu'on nous a données sur nous-mêmes. Hein. T'es pas assez intelligente, ou t'es pas assez belle, ou t'es trop grosse, ou t'es trop timide, ou t'es trop ceci, ou pas assez cela. Ça, c'est des choses qu'on vous a déjà dit plus tôt. Et c'est des choses que vous allez vous valider en automatique, en croyant que c'est vrai en plus. Hein. Et si ça se trouve, l'autre ne vous a pas du tout quitté pour ces raisons-là. Mais c'est les premières choses qui viennent à la surface. Ce sont ces croyances invalidantes sur soi-même, qui sont néfastes hein, d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas le partenaire qui a créé cette croyance, il a juste ou elle a juste appuyé dessus. Hein. Voilà. Donc, l'option, donc ici, quand on a peur de ne pas être assez aimable et qu'on se dit « je ne suis pas digne d'être aimée, c'est de ma faute, il y a quelque chose qui cloche ». Je vous rappelle aussi une chose que je dis souvent dans mes conférences, mais je vous le redis encore une fois. Un petit, puisque là, vous voyez que ça vient de l'enfance, un enfant petit ne peut jamais se dire, je le dis tout le temps, mais je le redis, ne peut jamais se dire que c'est lui qui va bien dans un environnement dysfonctionnel. Jamais.
il peut toujours se dire, il ne peut que se dire que c'est lui qui cloche dans un environnement qui est ce qu'il est. Normal pour lui, puisqu'il vit ça. Il n'a pas 50 parents dans son nez. Donc il n'a pas le choix. Donc c'est ça qui se répète dans les ruptures. Hein. La personne appuie sur c'est moi qui cloche et j'en suis persuadée. Ça revient en force en fait. Donc quelle est l'option à votre avis pour éviter de sombrer dans la peur de ne pas être aimable quand on est dans une rupture douloureuse, ne pas s'embarquer là-dedans trop longtemps? Comment sortir la tête de l'eau? Reprendre confiance en soi. Alors, elle a dit reprendre confiance en soi. Si vous voulez parler, vous prenez le micro, mais bon, sinon je répète, hein, c'est pas grave, je reformule. Oui, mais comment reprendre confiance en soi? Ah, tiens, passe-lui le micro. Prendre un chien, elle a dit. C'est une présence affectueuse, un animal. Alors, je ne sais pas si ça va résoudre le fait de ne pas se trouver aimable. Mais, parce que là, on est sur la peur de ne pas être assez aimable. Voir un thérapeute, ah oui, ça c'est bien de consulter. Alors, là, je veux dire quand même un bémol sur l'aspect de la thérapie pour reprendre confiance en soi. C'est une bonne idée, mais parfois vous pouvez faire plus rapide, vous pouvez faire plus vite, parce que des fois ça tourne en rond les problèmes d'estime de soi. Vous savez que les normalos, les neurotiques, c'est 80% de la population qui ont des problèmes d'estime de soi. Hein. C'est-à-dire nous tous en fait. Nous sommes tous concernés par des problèmes d'estime de soi. Et il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'estime de soi, ça concerne l'être. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas quelqu'un de bien. Je n'ai pas de valeur estimable à mes propres yeux. Donc je dépends du regard des autres, je suis susceptible au regard des autres pour me sentir aimable. Et la confiance en soi, c'est quand je mène une action, alors je peux être fière de moi ou j'ai honte de moi. C'est différent. Donc pour reprendre, c'est pour ça le truc le plus rapide, si vous voulez sortir de la peur de ne pas être aimable, c'est-à-dire sur l'être, hein, l'estime de soi, pour reprendre confiance en soi, c'est de mener des actions qui sont simples, faciles et qui réussissent. Donc vous êtes fiers de vous. Des petits machins, ne faites pas des gros trucs. Mais non, pas des challenges, parce que si vous challengez, alors là... Non, justement l'inverse. Des choses surtout en période de rupture, parce qu'en période de rupture, on est fragilisé, donc vous n'avez pas commencé à vous mettre des challenges. Donc au contraire, c'est des choses qui sont faciles pour vous, par exemple, téléphoner à quelqu'un, dire que vous êtes vulnérable dans cette période-là, vous faire écouter, etc. Ben, voilà, menez une action qui vous fait du bien, qui vous fait sortir de votre je ne suis pas aimable, c'est moi qui cloche, c'est moi qui ne vais pas bien, j'ai encore fait faux, etc., qui réussit et qui vous permet de reprendre un peu confiance en vous. Ça peut être ça, ça peut être, je ne sais pas, inviter des amis, ça peut être voilà, autre chose. Oui, vas-y. Moi, je dirais que ce qui est central, c'est de travailler sur l'estime de soi. Donc, c'est avant la confiance en soi, c'est-à-dire d'abord essayer de faire la liste de ses qualités. Oui. Et demander à ses proches, à ses amis aussi, qu'est-ce que tu aimes chez moi, quelle qualité j'ai, quoi. Oui. Pour redorer un peu son blason, quoi. Oui, c'est une bonne idée. Ça, c'est une chose que j'avais faite à une période. Tu sais, j'avais fait mieux. J'avais pris mon enregistreur. J'avais demandé à mes amis, bon alors, dis-moi ce que tu aimes de moi. Puis alors, j'avais enregistré. Je me répétais en boucle à une époque. C'est vieux, ça. Donc, je me le réécoutais. Et c'est vrai que ça permettait de pouvoir recevoir des compliments, c'est-à-dire de réajuster, hein, de faire un effet... Oui, c'est ça. C'est-à-dire de faire un effet de compensation par rapport à la mauvaise image de soi qu'on a. Le problème de ça, c'est qu'il faut y croire. Il faut prendre les compliments des autres et arrêter de filtrer en se disant « oui, mais il me le dit, mais c'est parce qu'il me connaît, c'est parce qu'il veut être gentil avec moi, c'est hypocrite, c'est pas vrai, c'est pas sincère ». Si j'ai par exemple, je me trouve moche ou grosse ou je sais pas quoi et que l'autre il me dit « mais non, t'es jolie », ben, alors là je vais pas le prendre. Et donc ça va être important de... Si vous le faites, cet exercice-là, qui peut être une piste aussi, hein, c'est vraiment de recevoir, de ne pas filtrer, de ne pas se dire bah, « s'il le dit, c'est que c'est faux ». Quoi. Donc ça, c'est la compétence, c'est une compétence à recevoir ce qu'on dit de nous avec sincérité. Ne pas dire « ouais, mais bon, voilà, c'est des hypocrites ». Et de revenir dans sa boucle préférée, mais je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas suffisante, je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Voilà. Ça, c'est une boucle terrible. Hein. Alors, oui, une autre idée.
pour sortir la tête de l'eau. Alors moi, je dirais prendre soin de soi, faire quelque chose de positif dans la matinée, se maquiller, se faire jolie, aller chez le coiffeur, faire quelque chose pour soi et d'être Oui, content. c'est une femme. Parce que si c'est un homme, il ne dira pas la même réponse. Je ne suis pas sûre, il ira chez le coiffeur, maquiller. Tu dirais quoi en tant qu'homme? Sortir du cadre. Du cadre. Ah ouais. Oui, ou se faire masser, voilà. Bon, ok. Donc, oui, ça c'est l'orientation des ressources qui peut être intéressante. De toute façon, quand on est fragile, c'est toujours intéressant de s'orienter sur ses ressources, que ce soit le massage, ben voilà, se faire prendre soin de soi, de son look, etc. Une chose plus importante, quand même, à mon avis, ce qui marche mieux, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Mais oui, parce que la peur de ne pas être aimable, ça veut dire que vous êtes sûr, vous êtes persuadé que c'est vrai, que si l'autre vous a quitté, c'est parce que c'est vous qui clochez, c'est vous qui avez un problème. Mais il faudrait peut-être en douter d'abord. Ben oui, c'est peut-être lui qui a un problème ou c'est peut-être elle qui a un problème quand même. Ben oui, et c'est souvent le cas. En plus, c'est quand même souvent le cas. Donc avant de vous dire, c'est sûr, c'est vrai, prendre soin de vous, tout ça, pourquoi pas, hein. Mais pourquoi c'est-ce que ce serait moi qui serais responsable de tout? Pourquoi c'est moi le coupable? Pourquoi c'est moi qui ai fait faux? Pourquoi je me flagelle, quoi? Donc, ça fait partie des accords Toltec, ne pas prendre personnellement. Et le problème, c'est que quand on a cette boucle, je ne suis pas assez, je ne sais pas quoi, parce qu'on me l'a tellement répété dans l'enfance, que je suis un mouton noir, que la première chose qui vient à l'esprit, c'est pas de remettre l'autre, c'est pas de se dire mais peut-être j'ai rien à voir avec ça, ou peut-être que si, peut-être que il m'a dit ou elle m'a dit qu'il aimait pas, je sais pas quoi, mon style, il aimait pas mes cheveux, il aimait pas, je sais pas quoi, mes fesses, je sais pas quoi, mais peu importe. Peut-être c'est vrai pour lui ou pour elle, mais ça ne parle que de son goût, ça ne parle que ça ne veut pas dire que tout le monde entier n'aime pas ce style que j'ai. Je peux ne pas être intéressante pour quelqu'un ou déplaire à quelqu'un et puis plaire à quelqu'un d'autre. Donc ne pas prendre personnellement, à mon avis, c'est déjà remettre en doute cette affaire qui est s'il le dit, c'est que c'est vrai, ou si elle le dit, c'est que c'est vrai. Parce que ça, c'est le problème des gens qui n'ont pas confiance en eux, ou qui ont une estime de soi pas solide. C'est j'ai besoin d'être validée par l'autre. Si l'autre le dit, si l'autre me fait une critique, c'est que c'est vrai. Bah, c'est une projection. Tout est projection. On ne peut que projeter des choses, des éléments sur l'autre. On ne peut pas avoir une vérité sur l'autre. Dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on a un jugement positif ou négatif, de toute façon, même si on fait un compliment, c'est une projection. Si vous me trouvez formidable, c'est une projection, vous ne me connaissez pas. Si vous me trouvez nul, c'est pareil, c'est une projection. Donc je suis ni ça, mais tout est projectif. Donc c'est important de se dire que si je me dis je ne suis pas aimable, parce qu'il m'a critiqué, etc., je ne suis pas assez ceci, cela, de toute façon c'est projectif. Donc c'est bien de baisser un peu le curseur et de ne pas prendre personnellement. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ah, attends. Si plusieurs personnes disent la même chose, oui. Ben, je peux aussi me remettre en question. Donne-moi un exemple concret. Alors, pour moi, par exemple, mais c'est des copains qui me disent ça, c'est pas forcément des amoureux, ils me disent que je suis trop masculine. D'accord, je suis trop masculine. Et alors, quand on te dit ça, qu'est-ce que ça te fait sur toi? Comment tu le prends? Ben, j'ai réfléchi à la question. Je vais faire un stage pour faire renaître ma féminité. D'accord. Donc, ok, c'est intéressant. Donc, tu vois, donc, tu l'as pris pour argent comptant. Tu as validé, en fait. Tu as dit oui, c'est vrai. Et tu l'as pris comme une critique, enfin, quelque chose à travailler. Et alors, ça peut être vrai, mais il faut faire attention parce que ça peut être une force aussi. Les qualités, alors, il y a toujours une qualité derrière un défaut. Ce n'est pas forcément un défaut. Ça peut être aussi moteur, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'énergie yang aussi. Des fois, c'est une force, des fois, c'est une faille. Des fois, ça se tourne en inverse. C'est vrai que de toute façon, c'est toujours intéressant d'équilibrer. Hein, la voie de l'équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais néanmoins, ce qui apparaît là, c'est que dans ton discours interne, tu t'es invalidé. On te l'a répété plusieurs fois et tu as commencé à te le dire. S'il le dit, c'est que c'est vrai et c'est que c'est une faiblesse chez moi. C'est pas bien. Tu vois.
C'est pas terrible. Il faudrait que je m'évertue à être différente, à être plus féminine, sinon je vais plaire à personne, j'aurai pas d'amoureux, je sais pas ce que tu t'es raconté, bref. Après, on peut partir en live, hein, se faire un dialogue tout seul. Donc, c'est important aussi de ne pas réfléchir dans son coin et de ne pas valider tout ce qu'on vous dit, même si on vous le dit de manière répétée. Faire le tri un peu. Et peut-être que c'est une force aussi, hein, de voir, oui, peut-être c'est vrai, ça peut être une force, ça peut être intéressant, ça n'empêche pas, ça peut être intéressant de faire un stage sur le féminin, hein, on peut explorer des choses, mais de ne pas s'invalider parce que c'est une manière de se flageller, de se meurtrir. Dans les périodes de rupture, on est extrêmement fragile et vulnérable. Et donc faites attention à ne pas être maso et ne pas vous flageller. Si en plus vos potes, vos amis vous disent des trucs comme ça, oui mais t'as vu comment t'es, t'es trop masculine, tu ne trouveras jamais, t'as vu comment tu te comportes, d'ailleurs t'envoies toujours bouler tout le monde, donc oui avec ça comme ça, voilà, tu ne trouveras personne. Donc il faut faire attention aussi à la famille aussi, parce que parfois c'est la famille qui est vraiment qui envoie des jugements à l'emporte-pièce, soi-disant pour notre bien, et qui font parfois alliance même avec le partenaire qui nous a quittés et qui crée une mésalliance avec nous. Hein. Et donc, il faut faire vraiment attention qui est autour de moi, qui est bienveillant autour de moi, qui dit quoi, et comment je peux éviter de prendre les choses personnellement et de me méfier de qui dit quoi sur moi à propos de la rupture, de ce qui s'est passé. Parce qu'en général, dans les ruptures, moi qui suis thérapeute de couple, c'est vraiment au-delà des apparences. C'est vraiment complexe ce qui s'est joué. C'est des dynamiques de systèmes de défense qui se protègent, des histoires d'enfants abîmés, etc. Ça n'a rien à voir avec la surface. Donc faites très attention à ce qu'on vous raconte autour de vous. Voilà. Prenez pas tout pour argent comptant. Troisième peur. La peur, donc identifier la troisième peur, c'est la peur derrière la rupture, c'est la peur de l'échec. Donc la peur de l'échec, c'est, certains l'ont pas, certains l'ont, c'est j'ai encore raté. J'ai encore raté le couple que je voulais, mon projet. J'étais partie dans l'idée de faire un super couple. Qu'est-ce que les gens vont penser? J'aurais dû faire autrement. Voilà. Donc cette peur de l'échec, elle est très liée au regard des autres. Parce que c'est vraiment l'image que je donne dans le monde, pour ma famille, pour mes proches. Voilà. Le thème, c'est un thème, réussir ou rater. Certains l'ont pas. Et en général, quand on l'a un peu sur tout. On l'a sur la sphère professionnelle, on l'a sur la sphère amoureuse. J'avais décidé, quand j'étais plus jeune, de réussir mon couple, de réussir ma vie pro, de réussir à gagner de l'argent, d'avoir une famille, de réussir à avoir des enfants. Donc j'avais décidé de réussir parce que je viens d'une famille où il faut réussir. Ou alors, c'est modélisant, ou alors, eux, ils n'ont pas réussi, moi, je réussirai. Donc c'est des choses comme ça. Et du coup, c'est des injonctions et des pressions très fortes. Et ça donne un thème qui apparaît, qui est réussite-échec. Et je vais me prendre le chou avec la peur de l'échec. Oui, mais si j'arrête cette relation, alors qu'est-ce qu'ils vont penser? J'ai encore raté, j'arrête pas de rater, j'ai jamais réussi, je vais jamais réussir. Alors j'entends des fois des gens qui buguent là-dessus. Et ça génère beaucoup de honte. Le problème de l'échec, c'est la honte de se planter, quoi. C'est la honte de ne pas y arriver. Et la honte, souvent, on la tait, on n'en parle pas. C'est bien le problème de la honte. Dès que je commence à dire « j'ai l'impression que j'ai encore raté ce projet couple qui me tenait à cœur », ça va un peu mieux. Mais c'est encore plus lourd à porter quand on n'en parle pas. Quand on a vraiment honte d'avoir raté, alors qu'on a mis tant d'énergie à bâtir ce projet couple, par exemple, pendant des années. On a tout donné, il y en a qui donnent tout d'eux, beaucoup trop d'ailleurs, en faisant des couples fusionnels, où ils font tout avec l'autre, ils s'appauvrissent, et du coup ils ont vraiment l'impression d'avoir un échec, quoi. C'est vécu comme un échec, et c'est un drame en fait. Donc voilà, donc ça peut être très lourd de rester avec cette sensation d'échec, c'est comme une blessure d'humiliation, hein. Voilà. Donc c'est important déjà de pouvoir avoir des amis, des confidents à qui en parler. Et puis, alors vous allez me dire maintenant, quelle est l'option? Comment sortir un peu de la peur de l'échec, de ce thème? J'ai échoué, j'ai encore raté, je rate tout ce que je fais, ma vie n'a pas de sens, n'aura plus de sens sans cette personne,
je perds le goût de la vie, etc. Vas-y. C'est peut-être parler plus d'expériences que j'ai effectuées que de parler Oui. d'échecs. Ouais, très bonne C'est-à-dire idée. de rétroactivement, d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui m'a mené à cet échec, quoi. Et qu'est-ce que je répéterai pas ou j'essaierai de pas répéter peut-être dans les relations ultérieures, quoi. Voilà, je like. Donc, c'est bien. Oui, oui. C'est plus parler en termes d'expérience qu'en termes d'échec ou réussite, d'ailleurs. Hein. Je vous invite à ceux qui ont ce thème dans leur vie à cesser de fabriquer ces imaginaires. C'est un imaginaire. Hein. Un jour, je vais réussir ou demain, je vais rater. Je pense que c'est une fausse idée de se créer des objectifs à atteindre, des missions de vie. Enfin, pour moi, ce n'est pas très sain. Vous pouvez après adhérer à ça et puis vous faire des récits dans le développement personnel, des missions de vie à accomplir et des trucs comme ça et jouer là-dessus. Mais ça peut être le risque de ces missions de vie, de ces objectifs à atteindre, c'est que quand vous n'y arrivez pas pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas tout puissant. Vous n'avez pas la baguette magique pour que le couple y marche. Des fois, l'autre il vous quitte, vous n'avez même pas compris pourquoi. Des fois c'est vous, des fois c'est la tempête, des fois c'est la maison, l'autre il a passé toute sa vie, j'en ai eu un couple comme ça, il a passé toute sa vie à construire cette maison, puis on en a ras-le-bol, il est parti avec une autre. Donc des trucs, mais qui n'ont rien à voir avec vous, c'est l'environnement, c'est je sais pas quoi, c'est même pas, vous n'êtes même pas aux commandes quoi. Donc plus vous avez des objectifs à atteindre en mode réussite-échec, plus vous vous créez ces imaginaires, plus quand vous ne les atteignez pas, vous vous effondrez en fait. Voilà. Donc c'est bien gentil de se donner des objectifs à atteindre, faire couple, faire famille, c'est bien gentil tout ça, mais c'est un imaginaire et c'est pas en contact avec la réalité. Et parfois il y a beaucoup de personnes qui arrivent aussi en consultation pour me dire bon alors j'ai 30 ans ou 35 ans, je sais pas, bon bref, et j'arrive toujours pas à faire couple. Et c'est de ma responsabilité. Donc, c'est quoi ma part de responsabilité? Je dois avoir un problème, je dois avoir un problème, je dois avoir un problème. Mais des fois, on peut, de nouveau, c'est comme tout à l'heure, elle ne comprenait pas. On peut passer un moment à essayer de voir si elle a un problème, mais parfois, elle n'a pas de problème, en fait. Elle se crée des problèmes, c'est-à-dire ça ne s'est pas présenté. Peut-être qu'il y a un niveau d'exigence élevé et c'est pas mal, c'est mieux que d'avoir des exigences faibles et de partir avec n'importe qui. Mais parfois, c'est juste parce que je veux absolument faire couple et j'imagine que faire couple, c'est réussir quelque chose dans ma vie d'important. J'ai un objectif à atteindre. Donc, des fois, déconstruire cet imaginaire que faire couple, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, comme réussir ma vie professionnelle ou avoir des enfants, être mère, etc. C'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Arrêter de focuser sur un objectif à atteindre, ça peut alléger le système. Ça ne veut pas dire que vous allez vous en priver. Si ça se présente, ça se présente. Mais si ça ne se présente pas, pourquoi s'effondrer ? Et je reviens aussi sur ce que tu as dit. Hein. La vie est une somme d'expériences à vivre et il n'y a pas d'échec et de réussite. De toute façon, il y aura 0 échec et 0 réussite à la fin. Vous n'allez pas avoir des bons points à la fin de votre vie, et des bonnes notes, etc. Donc, il n'y a rien de tout ça, ça n'existe pas. À la fin, c'est la fin, quoi. D'ailleurs, on ne sait même pas. Mais ça ne se termine pas avec des notes, des points, du karma en plus, en moins. Bon, bref. Donc, il n'y a pas, c'est une somme d'expériences à vivre, plus ou moins douloureuses. Il y a des traversées, c'est pour ça que je fais ces conférences, pour vous aider un peu, vous alléger le système. Mais parfois, on ne se rend pas compte qu'on se crée des idées, on bute sur des idées fausses. Sur lesquels on adhère, on est sûr que c'est vrai, que faire couple, c'est ce qui va nous rendre heureux, etc. etc. Et puisque j'en suis là, je vais aller un peu plus loin, ça fait partie aussi de ce que je suis en train de parler, c'est la peur de la perte de l'idéal romantique. C'est souvent quand il y a une rupture douloureuse, on a peur de perdre le projet couple. Ce n'est pas la personne tant qui nous manque, c'est le projet couple souvent qu'on a formé dans notre tête il y a longtemps. Il y a eu un moment donné, c'était léger, puis il y a eu un passage, c'est sérieux. Donc c'est le c'est sérieux dans notre tête, qui est le projet couple, qu'on doit revisiter en mode mais c'est moi qui me suis bâti l'histoire et qui investis là-dedans. Et donc c'est la peur de perdre le projet couple qui agrippe en fait. Hein. Ensuite, vous avez dans l'idéal romantique aussi, pour déconstruire l'idéal romantique, pour vous aider, c'est la peur de la connexion, la peur de stopper la connexion parfaite que j'ai vue avec cette personne. Parce qu'il y a des personnes avec qui il y a effectivement des moments de connexion parfaite. Ce qui est le rêve d'absolu.
Il y a certaines personnes avec qui il y a une alchimie particulière, et c'est vrai qu'il y a une complicité, il y a un partage, cœur, corps et âme, et c'est vrai, ça existe. Sauf que ça ne veut pas dire qu'on est fait pour faire couple. D'accord ? Et moi, je vois des personnes qui arrivent avec cet attachement à la connexion parfaite et qui ne peuvent pas la lâcher. C'est plus fort qu'elle, ou que lui. Enfin là, je dis une femme parce que j'ai une femme en tête, une cliente à moi, mais ça peut être un homme. Et impossible de se détacher de cet idéal de connexion parfaite qui est son amant, qui n'est pas son mari. Bon, un classique, hein. Oui, mais c'est classique parce que c'est facile d'avoir des connexions parfaites dans des petits moments comme ça. On est d'accord, mais si elle vit... D'ailleurs, elle a vécu 1 an avec, elle a fait l'expérience, non, ça n'a pas marché. Au bout d'1 an, bon, alors elle a tiré la conclusion, mais elle a quand même du mal, elle est retournée avec son mari, mais quand même, elle se rappelle de ces moments de connexion parfaite qui ont quand même lieu sur un certain plan. Il y a quand même un goût de la perfection par moment avec cet homme-là, dans son histoire, et qui a créé un référentiel dont elle n'arrive pas à se départir, en fait. Quand bien même elle a vécu avec, et ça, il faut le piger. Il y a des moments de communion, de connexion parfaite avec certaines personnes qu'on aura. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on fera un couple génialissime. Donc peut-être à piger que parfois on peut être des insatisfaits chroniques, et on va trouver des défauts aux partenaires avec qui on est, dont on n'est plus très amoureux, et trouver et construire un idéal romantique avec celui qui n'est pas là dans notre vie vraiment, qu'on va idéaliser parce qu'on a vécu des petits moments parfaits. Et c'est ça l'idéal romantique. Et on va se faire souffrir là-dedans, on va créer un attachement qui va nous générer beaucoup de difficultés de se positionner. Est-ce que je reste avec mon mari? Est-ce que je le quitte? Est-ce que je ne le quitte pas? Mais je suis avec quelqu'un, je ne suis pas amoureux. Est-ce que je reste avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureux? Ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Ou est-ce que je dois partir? Mais voilà. Il y a Boris Cyrulnik a écrit un livre très récemment, d'ailleurs, Quand on tombe amoureux, on se relève attaché. Je vous conseille sur ce sujet de le lire, qui est très intéressant. Voilà. Il y a vas-y. J'avais une petite question sur la connexion parfaite. Pourquoi je quitterais cette connexion parfaite? C'est si parfaite, si elle me comble. Parce que... Non mais rien à foutre de faire couple si j'ai une connexion parfaite. Oui. Sauf que il n'y a aucune personne qui te comblera jamais totalement tout le temps. Donc la connexion parfaite va assez vite te lasser, devenir imparfaite. Si tu fréquentes assez souvent la personne, si tu la fréquentes 1 heure par-ci, 1 heure par-là, non. Mais si tu commences à passer du temps avec, tu vas voir que la personne ne va pas te combler tout le temps. Parce qu'aucune personne au monde, ni aucune situation, ni aucun objet, ni rien, ni personne ne pourra vous combler totalement, jamais. Voilà. Et dans la durée. Donc, la connexion parfaite n'existe pas. Elle existe sur un petit moment, sur un laps de temps à durée limitée. Elle existe parce qu'elle est vécue. Elle est expérimentée, donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas touchée. Elle est vécue, il y a des moments de complétude. D'accord ? C'est les moments de fusion. Et les moments de projection, d'état amoureux. Parce que là, vous projetez à fond, là, vous racontez plein d'histoires. Quand vous êtes à fond, vous projetez des trucs magnifiques. Ça crée la nostalgie parce que vous vous racontez il est beau, elle est belle, oh, c'est la personne évidente, c'est l'évidence, c'est mon âme sœur, je sais pas quoi. Vous magnifiez le machin. Et donc, du coup, après, vous avez le manque et la nostalgie. Mais c'est vous aussi qui magnifiez. Hein. Mais il y a aussi quelque chose de chimique dans les moments de perfection. Ça existe. C'est un rêve d'absolu, c'est une quête de Graal, c'est une quête d'idéal. Il y a des moments, ça existe, c'est vécu. Donc, on peut pas dire que on peut pas nier. C'est juste que c'est à des moments en temps limité et que c'est pas fait pour durer tout le temps. Voilà. Donc, et il y a des personnes qui sont des insatisfaits chroniques et qui vont avoir du mal qui vont reprocher aux partenaires de vie, toujours parce qu'ils ont cette quête d'idéal, ils vont toujours être insatisfaits et pointer toujours les défauts plutôt que de voir ce qui va bien. Ils vont voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et donc, c'est fatigant pour le partenaire de vie qui, à un moment donné, fait des efforts pour essayer de satisfaire, de contenter, puis qui n'y arrive jamais, et qui, à un moment donné, se coupe, en fait. Donc, ça fait des histoires où l'autre, il n'en peut plus, quoi. Il a lâché l'affaire aussi. C'était l'histoire de cette femme qui est partie 1 an avec son amant, puis qui est revenue avec son mari.
Mais elle ne comprend pas pourquoi son mari est toujours aussi insatisfaisant. Mais il est insatisfaisant parce qu'il s'est coupé, il s'est résigné en fait. Enfin, il a fait plein d'efforts, puis après il a dit bon bah écoute, maintenant je pense à ma pomme et voilà. Donc elle ne comprenait pas. Des fois, c'est pas si compliqué, mais si tu te mets dans la peau de l'autre, il lui a fait tellement de reproches, il a tellement essayé de la contenter qu'à un moment donné, il a fait voilà. Et lui, son problème, c'était de faire des efforts pour l'autre, donc de s'adapter à l'autre. Est-ce que la solution... Alors attends, il n'y a pas le micro là. Il y a une question ici. Oui, mais non, mais parce que ça doit être enregistré. Là, je reprendrai la question. Oui, vas-y. Oui, il y a aussi la zone de confort, au fait qu'on est Habitué. dedans et que tout d'un coup, la zone de confort et la dépendance aussi de l'un de l'autre, Oui. au fait. Tout à fait. Ça, c'est très juste. Je mettais ça dans la quatrième peur. Bon, alors ça me permet de parler de la quatrième peur. Je reviendrai vous parler. Donc, c'est la peur de la perte d'identité. C'est une forme de perte d'identité. Tu vois, tu perds tous tes repères. Tu as bâti plein d'habitudes, tu as plein de repères. Et c'est fou le temps qu'on passe avec quelqu'un pendant des années. On fait presque tellement de choses ensemble, on partage tellement, et les épreuves, et les choses chouettes, etc. Même s'il y a des difficultés, on a des repères. Et il va falloir vraiment un temps pour pouvoir que ça se dégage de ton champ. Et ça, c'est vrai. Et on peut même perdre son identité, c'est-à-dire de ne plus savoir qui tu es toi, au fond. Sans lui, sans elle, je ne sais plus quoi faire de mes soirées, de mes projets, de moi-même, mais au fond, qui suis-je ? Je ne me trouve même plus, je ne sais plus qui je suis, quoi. J'ai tellement eu... Oui, c'est ça, j'ai tellement pas vécu seule, j'ai pas fait cette expérience, ou alors je suis habituée à passer d'un couple à un autre. Donc du coup, je ne sais pas... Oui, quoi faire de... Je suis pas autonome, donc je n'ai pas l'habitude de faire sans l'autre. Et je sais pas... En fait, je me sens pas capable de me débrouiller, ou j'ai l'imaginaire que je ne suis pas faite pour ça, ou fait pour ça, et je ne saurais pas quoi faire. Je ne sais pas qui je suis, au fond, si je ne suis pas avec l'autre. Et ça, c'est parce que j'ai trop été en fusion. Je n'ai pas conservé mes amis propres, mon espace propre, mes loisirs propres, mes passions propres. Et je me suis fondue dans l'autre et je me suis perdue. Quand une relation était trop fusionnelle, on a construit trop d'habitudes et du coup, on se définit autour de la relation, autour de l'autre. Et la rupture, ça devient perdre une partie de soi, en fait. Et ça, c'est terrible. C'est ce qui va créer le terrain de la dépendance affective. Mais ce n'est pas une dépendance pathologique, c'est humain. C'est humain parce qu'on tombe souvent dans ce piège. Et ça mérite d'être nommé, d'être accueilli. C'est notre part sensible qui s'est perdue là-dedans. Et voilà. Et après, il va falloir passer un temps à se trouver. Qui suis-je si je ne suis pas avec quelqu'un en couple ? Si je ne suis pas la moitié de l'autre, vous n'êtes pas des moitiés. Donc, ouais. Oui, je me disais, je pensais à l'amour idéal qui ne peut être vécu que par petits tronçons. Du coup, est-ce qu'à un âge un petit peu plus avancé, on n'aurait pas intérêt à plus vivre ensemble, justement? Oui, c'est possible. C'est des modalités de fonctionnement qui sont choisies souvent par les gens qui sont divorcés. Aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent. Mais souvent, ce sont des modalités de choix de comment... voilà. Ça dépend, ce n'est pas systématique. Certains ont continué d'avoir envie de vivre ensemble sous le même toit et d'autres préfèrent, ayant eu des enfants, ne plus se mettre sous le même toit. Voilà, ça dépend. Après, chacun ses goûts, on va dire. Voilà, chacun doit réinventer sa vie de couple comme il l'entend, comme ça lui correspond. Voilà. Mais ce que je disais par rapport à la perte d'identité, qui est très juste, je pense qu'il faut au moins, pour que le corps ait le temps de s'habituer à ce que l'autre ne soit plus dans le champ, de sentir que vous êtes plus triste, plus en colère, pour quitter toutes ces habitudes, il faut au moins 4-5 ans quand même. Mais que c'est pas qu'on oublie, c'est quelqu'un qu'on était vraiment attaché, à qui on a passé beaucoup de temps, ou même qu'on n'a pas passé beaucoup de temps, mais qu'on a beaucoup idéalisé, peu importe, ça peut être quelqu'un qu'on a idéalisé, c'est pareil, ça fait le même effet de toute façon, pour que le corps a une mémoire, en fait. Pour se dégager du champ, c'est énorme, en fait. La tête va beaucoup plus vite que le corps, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est dommageable, mais malheureusement, on a envie de se débarrasser, et on dit, mais pourquoi j'y arrive pas ? Il n'était pas honnête, ou je sais pas quoi, bon, je devrais m'en débarrasser plus vite, mais c'est pas rationnel. Il y a cette histoire de champ, franchement, énergétique. On était vraiment
l'un avec l'autre, quoi. Donc c'est pas du tout évident de se dégager de ce champ virtuel ou de ce champ physique et de tous ces repères qu'on avait créés ensemble. Donc entendez, prenez le temps nécessaire, ne vous accusez pas quand vous avez ça, parce que c'est normal. Le corps est plus lent que la pensée. Donc c'est pas toujours rationnel. Voilà. Et donc c'est pas forcément juste ou injuste d'ailleurs, hein, ce qui vous arrive. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Hier, j'ai vu un très beau documentaire sur la relation entre Saint-Exupéry et Consuela, je crois, Ouais. qui était sa compagne. Et il y avait une relation très très intense, une dépendance énorme. Saint-Exupéry avait vraiment besoin d'elle pour écrire, et ça a duré pas mal de temps. Mais la chose, et je pourrais prendre le même exemple par exemple avec Édith Piaf et le boxeur Marcel Cerdan, c'est qu'ils ne vivaient pas tout le temps ensemble. Et que quand ils étaient à distance, il y avait un manque de cette fusion. Et est-ce que vous croyez que c'est faisable d'avoir cette fusion, cette passion, et d'avoir des moments où on n'est pas ensemble finalement? Oui, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup choisissent aujourd'hui de ne pas se mettre sous le même toit pour éviter la lassitude, la routine et puis les conflits. Ça peut être aussi la peur des conflits. Et de faire vivre la passion dans les retrouvailles. C'est pas mal, mais il peut y avoir quand même, n'oubliez pas, parce que c'est des histoires passionnelles. Et les histoires passionnelles font souffrir. Mais pourquoi pas? C'est souvent une addiction à l'intensité. Et vous savez ce que j'en pense, parce que j'en ai beaucoup parlé. J'ai même fait des conférences sur l'addiction à l'intensité. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube le travail que j'ai fait sur l'addiction à l'intensité. C'est intéressant à explorer, ce sont des expériences à vivre, je rejoins ce qu'elle disait tout à l'heure. Faites des expériences sur l'intensité passionnelle, etc. Ça peut, vous pouvez vous abîmer beaucoup là-dedans. Et peut-être une manière de se préserver, effectivement, c'est de ne pas être tout le temps avec, mais de sentir beaucoup le manque. C'est encore une relation fusionnelle. Donc manque égale addiction. Voilà, donc c'est pour ça que je nuancerai mes propos. Ce qui est bien, pour moi, c'est d'avoir ce goût de la relation, hein, éventuellement à distance, mais de préserver son identité, puisque je parlais d'identité, de préserver, de se trouver soi, de savoir qui on est, de se choisir, et que la relation ne devienne pas centrale, pas tout est sur la relation, elle est un plus, mais pas... Voilà, c'est pas parce que la personne n'est pas dans ma vie que je m'éteins, qu'elle me manque et tout est fade, tu vois, un truc comme ça. Ça, c'est excessif, en fait, pour moi. Voilà. Mais si tu passes des moments sublimes quand tu es avec elle, ou même pas sublimes, mais chouettes, et ben, magnifique, quoi. Mieux vaut choisir cette modalité d'être à distance. Après, bon, il y en a qui fonctionnent bien ensemble. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Par exemple, dans une relation où il y a la connexion parfaite de temps en temps, mais aussi s'avère à la rupture que c'était une relation assez toxique. Et quand on va commencer à rencontrer des gens, comment on fait pour pas comparer avec cette relation, même si on sait qu'elle n'est pas saine? C'est pas possible. Mission impossible. T'as vu le temps que j'ai dit que ça prend pour se détacher Alors, il y a effectivement le phénomène d'idéalisation, la projection de la sublime, enfin, le côté sublime que tu as donné à cette relation. Tu as sublimé la relation aussi. Tu es pas un peu responsable aussi. Ça se joue à deux, hein. Vous êtes partis dans la fusée, à l'oukubisation. Tu es parti en fumée là-dedans. Et donc, ouais, tu t'es fait un shoot. Mais bon, ok, donc tu ne pourras pas ne pas comparer. Donc arrête de te prendre la tête avec ça. Il va y avoir, tu le sais, il va y avoir un référentiel. Il va y avoir un temps de désidéalisation. Ça prend un petit temps de te rendre compte que tu avais construit, bâti toute une projection, c'est l'évidence, c'est l'histoire de l'âme sœur, machin, je sais pas quoi, la communion parfaite. Et qu'en plus, quand c'est physique, c'est pire.
parce que le goût du charnel, ou de la complicité, du partage authentique, de l'intimité, etc. Des fois, il y a des moments de partage qui sont tellement inouïs, quoi, tellement vrais, tellement authentiques, tellement profonds, que ça te crée un référentiel après. Et les autres paraissent fades. Donc, de toute façon, c'est comme ça. C'est humain, tu vois. Donc, à part un truc que j'avais fait une fois, j'avais fait faire à quelqu'un, c'est le rituel de désengagement. Parce que souvent, il y a un engagement de ta part. Je me suis engagée avec elle pour l'éternité. C'est comme un mariage sacré. Dans ta tête, hein. Ça ne veut pas dire que tu l'as fait. Hein. Mais il y a comme quelque chose de... c'est l'histoire d'âme sœur. Je me suis engagée, c'est la personne, c'est l'évident, c'était elle, et aucune autre sera son égale, etc. Donc de te désengager de ce mariage sacré que tu as créé dans ta tête. Voilà, d'écrire une lettre de désengagement, je divorce, pour pouvoir laisser de l'espace à quelqu'un de différent qui pourra arriver dans ta vie. Ça va prendre du temps quand même, hein. Ça se fait pas, même si tu fais ta lettre et tout, ça se fait pas en 2 minutes. Hein. C'est un peu mission impossible quand même, hein, parce que c'est pas des choses rationnelles. Il y a toute la chimie, il y a l'histoire de tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai investi, etc. Voilà, donc, et ça renvoie à la théorie de l'attachement, comment je m'attache et comment je me sépare. Donc, quand j'ai eu, il ne faut pas oublier ça, si j'ai eu des manquements dans l'enfance et que cette personne est venue me réparer à un certain endroit où je n'ai pas reçu ce dont j'ai eu besoin quand j'étais plus petit, alors je me suis attachée à fond sur cette personne-là parce que je lui donnais le pouvoir de réparation. Et là, évidemment, je suis agrippée à cette personne, puisqu'elle me donnait exactement ce dont j'ai besoin pour me réparer de mes histoires d'enfance. Et là, évidemment, c'est le piège. Je suis attachée à la sauveuse ou au sauveur à qui j'ai donné le pouvoir. Donc c'est important de le voir aussi pour déconstruire un peu. Alors la 5e peur... Oui, il y a une question. Moi j'ai 2 questions. Vas-y. Dans quelle catégorie rentre le sentiment d'avoir perdu son temps? Ah oui, si on m'a pas dit... ça c'est plus... ça peut être de la culpabilité sur soi. Tu vois, je me sens coupable, j'aurais pas dû y rester tant de temps, j'ai traînassé, je me suis fait du mal. Donc là, c'est plutôt de la culpabilité. Je pense que c'est pas terrible de faire ça, enfin même si c'est vrai. Hein. On peut dire, c'est vrai, ça peut être vrai, j'ai traînassé, qu'est-ce que j'ai foutu. Comme elle l'a dit très bien, si je l'ai fait, c'est que j'ai pas pu faire autrement. Parce que sinon, j'aurais pas traîné. Donc si j'avais eu les moyens et les infos que j'ai aujourd'hui, j'étais pas la même. Donc si j'ai traîné, c'est que je devais passer par cette expérience pour apprendre quelque chose qui se répétait. Ou voilà. Donc c'est pas la peine de te mettre de la culpabilité, ça sert à rien, c'est une manière de te flageller, même si c'est vrai. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as conclu, ce que tu as compris à la fin pour ne plus répéter à l'avenir. Mais voilà, bon, oui, j'ai perdu du temps. Deuxième question, oui, c'est est-ce que vous préconisez de se faire accompagner lorsqu'on est en difficulté? Quand c'est trop douloureux, oui. Par une tierce personne extérieure? Oui, je trouve ça. Alors oui, bien sûr. Je trouve que c'est très compliqué quand on est dans des séparations douloureuses de rester seul. Et comme vous avez vu, hein, toutes les peurs, je ne suis pas assez aimable, j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu mon identité, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Donc oui, c'est fondamental quand vous êtes dans quelque chose de trop lourd. Toutes les émotions, vous avez vu, beaucoup d'émotions, c'est épuisant, ça fatigue. Du coup, c'est important de se faire accompagner. D'ailleurs, j'ai une formation qui va démarrer en mars, parce qu'en général, je consulte en individuel, mais aussi en groupe. J'ai des formations en groupe, en Zoom, en visio, qui va porter sur la séparation douloureuse, justement, pour aider les personnes qui sont dans des périodes de séparation douloureuse et qui sont seules avec ça. Et c'est vrai qu'on s'en sort beaucoup moins bien seul que quand on vit à plusieurs la même chose dans la même période, quoi. On s'accompagne les uns les autres, on s'entraide, on se soutient. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Donc, il y a de l'entraide. Et puis, il y en a qui disent, comme vous le faites, tiens, voilà, il y a une option, tiens, j'ai cette idée-là, toi, tu as cette idée-là, tiens, bonne idée, je like, moi, je vais faire comme toi. Donc, voilà, il y a des pistes et des options qui arrivent plus vite quand on est à plusieurs que quand on est tout seul à ruminer dans son truc. C'est pour ça que j'aime bien créer ces groupes, ces petites familles, comme j'appelle, où non seulement moi je donne des explications des étapes du deuil et de la gestion des émotions du deuil sous forme de vidéos et d'exercices d'entraînement, mais il y a aussi la partie groupe où
où on est ensemble, quoi. Voilà. Vous appelez ça formation? Alors c'est sur mon site, c'est comment ça s'appelle? Accompagnement en ligne. Accompagnement en ligne. Parce que c'est des accompagnements sous forme de vidéos, de formation en ligne. Et c'est en visio, hein, donc c'est pas en présentiel. Voilà. Alors, 5e. Ah oui, bon, vas-y. Bon, c'est un peu éloigné du sujet, mais c'était Pas pour grave, rebondir vas-y. sur ce que disait monsieur. C'est que j'ai assisté depuis plus de 40 ans à une histoire d'amour magnifique des grands-parents paternels de ma fille et qui était ultra fusionnelle. Et je sais que c'est quelque chose qui est décrié, qui fait peur, qui est toxique, et si et mi. Et en fait, là, le papy, il est décédé il y a 2 ans. La mamie est seule. Et la fusion, enfin, le manque est énorme. Et en fait, ils ont toujours été bien ensemble, complémentaires. Ouais. Il y a peut-être eu des accroches, évidemment. Oui, On n'est oui, pas au bien pays sûr. des bisounours, mais je veux dire, c'est possible. Enfin, je l'ai vu. Et, Oui. et Oui, voilà. alors oui, la fusion. Ça leur allait à tous les deux. Oui, oui, mais oui, il y a des couples comme ça, magnifiques. Le seul problème, c'est quand elle est veuve. Elle part vite après. Ben, ouais, elle souffre beaucoup. Hein, c'est le problème du manque d'autonomie. C'est qu'après, il y a plus il y a la moitié. Moi, j'ai vécu. D'ailleurs, j'ai aidé une personne très âgée comme ça, qui avait cette histoire et qui était en dépression parce qu'elle était en incapacité d'être compétente pour vivre seule, en fait, et être bien seule, tu vois. Elle avait vraiment perdu son identité dedans. Et ça se passait bien, son couple. Donc, c'est le risque. Ouais. Excusez-moi. Finalement, dans la rupture, il y a des personnes ils ont été quittés et des gens qui quittent. Oui. Et finalement, les gens qui quittent ou les gens qui étaient quittés, ils passent les mêmes étapes, au fait. Oui, souvent, parce que, en fait, alors ça dépend. Celui qui quitte, souvent, on se dit, il a plus la maîtrise, il subit moins. Oui, alors parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Si par exemple, je te lâche parce que ça fait longtemps que j'ai désinvesti et que je suis partie pour la collègue, c'est encore un exemple que j'ai d'une femme qui a été quittée par son mari avec qui elle a vécu 35 ans et puis qui est partie avec son assistante. Voilà. Et il y avait un coup d'avance. Donc c'est lui qui la quitte, mais elle ne s'y attendait pas. Mais bon, lui, il souffre moins, hein, puisqu'il a coupé les ponts d'un coup, du jour au lendemain, d'accord ? Donc lui, il avait un coup d'avance. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, je quitte parce que j'en ai marre de traîner dans une relation toxique et que je m'abîme là-dedans. Et donc, je finis par quitter parce que je souffre trop ou parce que je suis avec quelqu'un qui est infidèle ou je ne sais pas quoi, bon bref. Et donc, je décide de quitter, mais je ne vais pas bien. Donc, il y a plusieurs cas de figure. C'est pas parce que je quitte que j'ai la maîtrise. Parfois, je quitte à contre-cœur. Et je suis très attachée. Et parfois, je quitte parce que vraiment, je suis déjà passée à autre chose. Mais ça fait, en général, quand je suis passée à autre chose, ça fait un moment que je suis passée à autre chose. C'est pas depuis hier. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjà... il y avait beaucoup de temps. Ça fait presque des années que je n'ai pas dit que j'étais désinvestie. Et j'étais déjà en train de passer à autre chose. J'avais désinvesti dans ma tête déjà. Hein. Ça, c'est souvent le profil du planqué de l'amour qui ne dit pas la vérité, qui en pense pas moins et qui a déjà préparé le départ depuis un moment. Voilà, pour répondre à la question. Alors, 5e peur, quand même, je vais avancer. C'est la peur de l'avenir. Ça, c'est un grand classique quand on est dans une rupture. C'est « et maintenant, à mon âge, est-ce que je recommence tout ? Et est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Est-ce que je suis capable ?» Alors ça, c'est aussi des questions qu'on entend, enfin des choses qu'on entend souvent. Hein. Est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un? On sait que plus on est âgé, moins on trouve. Sur les sites de rencontres, il n'y a plus rien. Il n'y a que des nazes, il n'y a que des gens qui traînent des casseroles. C'est ce que j'entends tout le temps. Et en plus, les femmes, quand elles prennent de l'âge, alors là, c'est encore les mecs, ils s'en sortent à peu près, mais les femmes, c'est même pas la peine. Donc on entend tous ces a priori, on entend tout ça. C'est peut-être pas faux, hein, mais c'est peut-être pas vrai non plus. Donc en fait, cette peur de l'avenir, elle est terrible parce qu'elle donne une dimension temporelle très forte, c'est-à-dire qu'on peut plus, elle nous confronte à notre horloge intérieure, à nos attentes sur où on devrait en être dans notre vie, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on soit encore en couple et hop, on est encore seul, on se retrouve encore seul. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour être seul encore et toujours ? Et c'est souvent amplifié par la pression sociale et familiale. Et donc c'est particulièrement douloureux parce que ça touche à nos rêves et pas seulement aux partenaires, pas seulement à cet homme ou à cette femme, mais à nos rêves qu'on a construits et bâtis depuis des années.
du projet couple, du projet qu'on avait entamé avec cette personne. Et encore, c'est très douloureux de se retrouver seul. Donc, vous allez réfléchir comment sortir la tête de l'eau quand on a cette peur de l'avenir. Certains l'ont plus que d'autres, parce que certains n'ont pas expérimenté la solitude choisie. Certains oui, certains non. Donc il y en a qui ont une anticipation de la solitude détresse. Hein. Je vais être seule, je vais finir seule, et c'est la détresse. C'est pas une solitude chouette, c'est pas envisagé, c'est une catastrophe en fait. Donc est-ce que vous avez des options ? Ouais, je vois qu'il n'y a pas d'option. Bon, bah faites-vous peur avec l'avenir. Effrayez-vous. Ah oui. Ah voilà, alors par exemple, se mettre en coloc, c'est-à-dire le groupe à la place du couple. Hein, groupirt. Voilà. Donc oui, c'est aussi un nouveau mouvement. Hein. Il y a des auteurs qui se penchent sur le collectif plutôt que le tête-à-tête, le couple, l'intérêt du groupe, l'intérêt du collectif, des habitats participatifs, des trucs comme ça, qui peuvent être des options de remplacement. Pourquoi toujours penser couple, hein, parce que c'est une norme sociale, mais on peut penser groupe plutôt que de... Voilà. Ah non, mais on ne trouvera jamais la même... Alors voilà, c'est intéressant. C'est la tolérance à la frustration. Vous rappelez-vous que la personne avec qui vous avez vécu une histoire parfaite, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça ne sera pas la même chose. Donc, il va falloir apprendre à faire avec la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire et à tolérer la frustration. Parce que oui, c'est jamais pareil. Hein, mais la vie doit reprendre goût. Vous devez reprendre goût à la vie d'une manière différente. Déjà avec vous-même, en vous appuyant sur votre socle, et pas tellement sur l'autre, hein, pas tant que ça sur l'autre. Et ça prend du temps, on l'a vu, hein, surtout quand on a tout investi. Et de savoir s'entourer aussi. Voilà. Mais effectivement, ce ne sera pas le même goût, ce ne sera pas la même chose que vous soyez dans un nouveau couple ou dans un groupe. Ça n'aura pas les mêmes saveurs, mais ce n'est jamais pareil en fait. Donc c'est important aussi que le changement, parce que l'avenir fait peur, l'inconnu fait peur, le changement dévoile du nouveau. Le changement permet de dévoiler, de découvrir quelque chose qui n'existe pas encore, plutôt que de se faire un film catastrophe en disant oui mais ça n'aura pas le même goût, ça sera pas pareil la coloc que si je suis en couple, on ne va pas partager autant de profondeur, de machin, c'est différent. Mais voilà, c'est des explorations, on va dire, elle l'a dit tout à l'heure, la vie est faite d'exploration, d'expérience. Moi je ne sais pas ce qui est mieux, je pense que quand vous êtes figé ou fixé sur une idée, c'est là où c'est malheureux, parce que vous êtes dans un imaginaire terrible. Le couple est meilleur que le groupe. Qu'est-ce qu'on en sait ? Pour certains, oui, pour d'autres, non. On ne sait pas. Ouais. Moi, je dirais que... Attends, vas-y, attends. Elle a un exemple concret. Moi, j'ai une amie, vraiment une amie d'enfance. Elle était en couple. Mais comme l'autre ne s'investissait pas, ça a duré 7 ans. Ouais. Et au bout de 7 ans, elle a fait un électrochoc. Elle l'a remis en place, enfin, elle l'a remis à sa place. Ils se voient, mais ils se voient en distanciel. En distanciel. Quelquefois, elle a changé de département. Elle a gardé sa maison dans un autre département, à 50 km de séparation des deux. Oui. Par contre, elle est allée dans un autre département, elle s'est réinvestie en coloc. Oui, voilà. Puisque lui ne veut pas se... Oui, elle a fait le choix elle s'est choisie. C'était douloureux. Pendant 7 ans, c'était une relation douloureuse. Moi, je l'ai sortie d'affaire à chaque fois. À la tête de l'eau. Je lui ai dit, il faut que tu bouges. Elle a fini au bout Elle de a 7 fini ans. par se positionner, je me choisis. Voilà. Et elle a trouvé des options comme la colocation, des trucs comme ça. Enfin, de faire autre chose de sa vie. Elle s'est choisie. Oui. Je voulais dire, je pense que le célibat épanoui, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui. On peut vivre ça comme au départ une expérience traumatique et en fait ça s'apprend et je pense que c'est la condition aussi pour après avoir des relations à deux épanouies, d'être un célibataire épanoui, quoi. Oui, tout à fait. Alors ça fait partie des normes aussi sociales qui renvoient à la norme du couple, hein, qui est le célibat. Quand on parle du célibat, ça n'a pas l'air très génialissime, ça ne fait pas rêver, alors que le couple romantique fait rêver.
Donc oui, ça fait partie des normes et ça, c'est peut-être aussi une déconstruction de nos normes sociales. Il y a aussi la norme patriarcale aussi qu'on peut avoir aussi en tête, qui est une femme sans un homme, comment je vais être protégée, qui va me soutenir, qui va être là pour moi dans les moments difficiles, parce que les femmes, souvent, elles aiment bien être protégées par des hommes. Ça peut être ça, hein, j'en sais rien. Faut examiner la peur, les peurs normées qu'on a derrière. Ou ma famille, j'avais quelqu'un aussi qui disait ma famille ne supporterait pas que je ne sois pas mariée. Je suis au banc de mon clan. Je suis un rejeton, quoi. Je suis punie ou je sais pas quoi, exclue de mon clan si je me mets pas en couple sans me marier, tu vois, un truc comme ça. Donc ça, c'est des normes patriarcales. Et un homme, à l'inverse, pour le célibat, il peut se dire, quand il est en rupture, dans des périodes de rupture, je ne vais pas montrer ma vulnérabilité, je ne vais pas montrer ce que je ressens, je ne vais pas montrer mes sentiments, je ne vais pas dire ce qui est difficile pour moi, j'ai peur de me mettre à nu, etc. Donc parfois on voit les hommes qui sautent d'une histoire à une autre comme ça. Je ne dis pas pour tous, hein. Je ne généralise pas parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Mais parfois, il y a quelque chose de difficile à contacter sa vulnérabilité, à oser la montrer aux autres, aux femmes ou à ses amis aussi, ou à en parler à un thérapeute, bien que j'ai quand même pas mal d'hommes en consultation ou dans mes groupes. Mais ça peut être aussi un souci d'une norme plutôt patriarcale où les femmes peuvent parler plus facilement de leur honte, de leur peur de l'avenir, etc., entre elles, et que les hommes ont plus de mal à se dévoiler là-dessus, ce qui fait que ça ne les aide pas parce qu'ils se coupent de leurs sentiments et ont tendance à faire des deuils escamotés, passer de l'une à l'autre comme ça, sans résoudre le problème de répétition. Ce n'est pas parce que je passe de l'une à l'autre que je résous quelque chose. Hein. Ce qui n'est pas travaillé là va se répéter de toute façon. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs à chaque fois. Donc c'est intéressant de le voir aussi, ça. Donc il peut y avoir les normes sociales du couple, les normes du patriarcat. Peut-être vous avez d'autres idées, mais c'est vrai qu'on est dans un monde très normé. Et c'est difficile de se départir de ces normes parce qu'on est embourbé là-dedans. Tu vois, l'affaire, quand tu parlais de ta copine là, qui s'abîmait là-dedans, mais qui n'arrivait pas à s'en sortir et qui traînait. Oui, c'est compliqué parce que souvent, faire couple, c'est un projet qui est tellement puissant, qui est par rapport à la demande de notre petit enfant intérieur de réparation, de se réparer des manquements de l'enfance, par rapport à l'abandon, à la négligence, au manque affectif, à tout ça, de ne pas avoir été assez encouragé, qu'il y a tellement une envie d'y croire, tellement d'attente dans le rêve du couple, que des fois on s'accroche à des trucs hyper malsains, en fait, des histoires qui ressemblent à rien. Voilà. Ok. Alors, je vais vous proposer un petit exercice rapide. J'ai déterminé les 5 peurs, hein, vous vous rappelez, peur de l'abandon, peur de l'avenir, peur de ne pas être aimable, peur de l'échec et peur de perdre son identité. Bien, bravo, bien retenu. Vous allez tracer, ça peut être intéressant, des moments dans votre vie où vous avez ressenti votre peur dominante, celle que vous avez identifiée sur les 5 peurs. Voilà. Et pas seulement dans les relations amoureuses, ça peut être dans l'enfance, à l'école, avec vos parents, avec vos amis. Et pour vraiment voir que la peur n'a pas commencé avec ce partenaire-là, mais que ça a commencé bien avant, en fait. Et je pense que c'était ça qui est important, qu'il a été juste la dernière personne à appuyer sur le bouton, mais qu'en fait, c'était déjà avant. Voilà, donc... je ne sais pas quelle heure il est, je vais peut-être un peu... je ne vais peut-être pas vous le faire là, parce que sinon on en a pour trop longtemps. Quand on a mis le doigt sur ce qu'il nous a fait durant sa petite enfance, moi personnellement, c'est ça. C'est la peur de l'abandon. Mon père a abandonné la mère et nous a abandonnés. Donc tu sais que c'est la peur de l'abandon. Oui. Okay. Moi, je voudrais savoir où se situe la peur du rejet. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Souvent, l'abandon et le rejet, c'est main dans la main. C'est très proche. C'est comme l'humiliation, la trahison, etc. Mais abandon, rejet, c'est quand j'ai peur de me faire abandonner. Alors, le schéma abandon, c'est tôt ou tard, même si maintenant il m'aime, enfin il me dit qu'il m'aime, ou elle m'aime, il finira par s'éloigner, par partir,
parce que je ne suis pas assez quelque chose. Et le rejet, c'est j'anticipe que c'est un peu pareil, que je vais me faire rejeter et que l'autre, j'ai pas une assez bonne image de moi et que je peux pas faire sans l'autre aussi. Tu vois, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la dépendance. Je vais me faire rejeter et c'est grave. C'est pas je vais me faire rejeter, je vais avoir un conflit et je m'en sors. C'est je vais avoir un conflit, il va me critiquer ou il va me faire des menaces de partir et je m'en sortirai pas. Tu vois, le rejet, c'est vraiment la peur de la perte et ça, c'est proche de l'abandon parce que l'abandon, c'est aussi pareil. Il va me lâcher ou elle va me lâcher, mais je m'en sortirai pas bien, quoi. Tu vois. Donc c'est très proche en fait, c'est des anticipations de biais catastrophiques aussi. Hein. C'est très... ouais. Ceux qui ont peur du rejet, en général, c'est plutôt dans l'enfance. Ça a été plutôt... C'est vraiment souvent dans j'ai pas été accueillie dès la naissance, où maman avait tellement de mal ou avait vécu des traumatismes dans la grossesse que déjà j'ai eu du mal à naître, enfin tu vois, à prendre ma place dans le in utero. Il y a des choses comme ça avec le rejet. J'ai déjà des marquages du rejet très tôt qui sont imprimés dans mon disque dur. Et j'ai du mal avec ça parce que je vais anticiper toujours que je vais me faire rejeter tôt ou tard. Et que ça se passe dans le couple parce qu'il y a les enjeux affectifs, mais ça peut se passer aussi avec ton boss, avec tes amis, avec... Non, mais ça continue de marcher. Voilà. Donc voilà. Alors, voilà, il y a plein de questions. Ouais. Vas-y, oui, vas-y. Il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est comment on sait, alors je ne sais pas bien comment l'exprimer, par exemple, je rencontre quelqu'un, je trouve qu'il est un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, il fait des collections, j'aime pas les collections, et par rapport à ce que vous avez dit, je me demande si je fais pas un truc de prince charmant là. Oui, le rêve du mythe romantique. Voilà, et que du coup, en fait, je me coupe de tout. Oui. Ça peut être ça. Oui, mais comment on sait la différence justement? C'est avec le temps. C'est dans l'expérience du temps, la durée, que tu vas observer. Il faut au moins 5 mois pour observer si ton histoire, c'est pas une histoire que tu te racontes. Il faut passer du temps avec l'autre. En tête à tête, avec tes amis, en dehors de chez toi, tout seul en une semaine de vacances, je ne sais pas où, pour vérifier dans l'expérience que la réalité n'est pas le rêve. Ah oui, mais moi je le fais avant d'être avec en fait. Bah oui, donc tu fantasmes, donc tu préfères le fantasme au réel. C'est ce que je te dis, donc c'est un piège. Bonjour. Oui, moi je voulais vous demander par rapport à la blessure de rejet, par rapport à la mère, est-ce que ça peut être pour ça qu'on quitte avant? Moi je quitte toujours avant. Fait. Oui, c'est tout à fait juste. C'est l'anticipation qui est plus présente. Donc c'est la peur d'être rejeté qui possède la personne, qui est une partie de soi, qui est plus puissante que ce qui est rationnel. J'anticipe tellement d'être rejeté que je prends les devants. Donc je rejette avant d'être rejeté. Oui, c'est ça. Mais après je souffre. Après je souffre parce que j'ai toujours l'impression que la personne va revenir quand même. Oui, mais n'empêche que je prends les devants et j'auto-sabote. Je m'arrange pour rejeter l'autre et pour lui trouver, je ne sais pas quoi, je teste l'amour en fait. D'accord. Donc c'est particulier, mais c'est pas très sain parce que ça peut pas mener à des relations très saines puisque tu appuies toujours sur le bouton là où ça fait mal. Oui, je me fais mal à moi-même en plus. Tu te fais mal à toi-même, c'est pas gagnant-gagnant en fait au final. Mais c'est pas fait exprès parce que c'est pas volontaire, ça appuie sur l'histoire du rejet d'avant et une anticipation un peu prédominante. Et je l'ai identifié depuis peu, c'est pour ça que c'était lié à ma mère. Mais c'est bien que tu vois que cette partie de toi ne prenne pas tout le pouvoir en fait. C'est possible de travailler dessus, ce serait bien. Oui, quelqu'un d'autre? J'allais poser la même question, alors je vais rebondir sur ce qui a été dit. Comment on fait pour sortir de là? De la peur du rejet? Non, de justement abandonner, rejeter avant d'être rejeté ou abandonné. De cesser cette anticipation, cet imaginaire. C'est un travail qu'on fait plus en thérapie en général. Donc, mais oui, c'est remettre les cartes en place, c'est-à-dire que c'est ça d'ailleurs les objectifs du travail thérapeutique. C'est de voir comment on peut redevenir un bon parent pour soi-même, puisqu'on a été rejeté, on ne va pas changer le passé. Par contre, on peut transformer l'adulte en nous qui va s'occuper de notre enfant intérieur pour éviter d'anticiper, tu vois, pour nous protéger nous-mêmes,
pour éviter d'anticiper des trucs faux, se raconter des histoires. Enfin, voilà, il y a tout un travail du dialogue avec du parent, du nouveau parent mis en soi avec l'enfant, qui se sent rejeté. Et on va demander à ce parent intérieur de dire mais de quoi tu as besoin au fond, quel est le besoin, et de pouvoir nommer le besoin si je suis en relation avec l'autre, tu vois, dire de quoi j'ai besoin, de nommer la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur d'être trahi, tu vois, de pouvoir aussi donner les codes à l'autre plutôt que d'anticiper dans sa tête et de fabriquer des comportements de passage à l'acte, d'auto-sabotage. Donc c'est un travail de pister aussi la partie qui est dominante, la partie vulnérable, qui est la partie qui rejette avant d'être rejetée. Qu'est-ce qu'elle se dit, tu vois, qu'est-ce qu'elle se raconte comme histoire, sur quoi ça porte, quel est le contenu, et comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place en fait, hein, de plus sain. Voilà, c'est plus un travail de thérapie qu'on fait, mais c'est un peu l'objectif de transformation, hein, plutôt que de rester dans des anticipations tout seul. Je vous rappelle que tout seul, on pense faux. La plupart du temps, on pense de manière erronée, mais c'est comme ça. Malheureusement, on fait tout ça. Hein. Moi, la première. Hein ? C'est le filtre névrotique. Oui, c'est nos ruminations, c'est les peurs qui nous viennent de loin, c'est des blessures, des marquages. Et donc l'enfant vulnérable, ben, comme il est vulnérable, il se raconte toujours la même histoire, et je suis impuissant, et on m'a rejeté dans l'enfance, donc on va me rejeter encore à nouveau, la preuve, la preuve, la preuve. Et évidemment, si je cherche, je trouve des preuves. Et donc je rejette avant d'être rejeté, etc., etc. Donc je vais voir tous les détails qui tuent. Quand quelqu'un d'autre qui n'a pas eu ça ne va pas voir ça. Tu vois, évidemment. Ouais. On a beaucoup parlé que tout ce qu'on vivait aujourd'hui venait de notre petite enfance. Oui. Mais ça peut venir des expériences des anciens partenaires. Voilà. Et que souvent c'était lié plutôt à quelque chose de négatif dans l'enfance, un manque de quelque chose, un rejet, etc. On a parlé de dépendance affective aussi, mais quand ça ne vient pas plutôt d'un côté, est-ce que ça ne peut pas venir d'un manque, mais d'un trop ? Oui. La dépendance affective, etc. Parce qu'en fait, on parle tout le temps de manque, mais quand on n'a pas eu de manque et que... est-ce que ça peut venir de l'autre côté ? La surprotection ou le fait de ne pas tolérer la frustration fait partie de... Quelqu'un à qui on n'a pas mis assez de limites ne tolère pas la frustration, par exemple. D'accord ? Donc c'est un profil de personnalité qui cherche toujours l'air plus vert ailleurs, et qui ne peut pas se satisfaire de ce qui est là. Donc oui, il peut y avoir un effet toxique. Alors c'est pas trop d'amour, mais c'est trop de... Il y a un manque de limites ou une surprotection. Parce que trop d'amour, ça ne veut rien dire. D'accord, donc ce serait plutôt de la surprotection. Surprotection plutôt. Donc voilà, on va dire plutôt des choses comme ça. Donc ça donne des problématiques aussi. Oui, trop ou pas assez, c'est toujours embêtant. Très juste. Moi, la question que je me pose, c'est donc si on ne fait pas un minimum de travail sur soi, en fait, c'est le truc qui revient à l'infini, quoi. Il n'y a pas de solution miracle, ça ne peut pas juste... Après, attends, il y a des personnes... Là, je donne des conférences sur les ruptures douloureuses. Tu as des personnes qui survivent mieux, qui surmontent mieux les ruptures douloureuses que d'autres. Tout le monde ne fait pas des chutes vertigineuses. Oui, non, mais par rapport à ces blessures-là, si on n'a pas un peu creusé, le truc revient à chaque fois. C'est normal, c'est des inscriptions, c'est des conditionnements, c'est des marquages. C'est inscrit dans ta mémoire somatique et cognitive. Donc la mémoire du corps, et c'est pour ça que ça prend aux tripes quand tu as une rupture douloureuse. Tu te réveilles, là, tu as des peurs paniques de l'avenir, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne contrôles pas, etc. Ça, c'est tripal, quoi, c'est archaïque. Et est-ce qu'il existe des gens qui n'ont pas ça ? Oui, il y a des personnes, comme je te dis, qui surmontent mieux que d'autres des ruptures. Bien sûr, il y a des gens qui ont un attachement plus sécure ou qui ont une vie plus pleine ou qui sont passés par des expériences comme on a dit, de célibat choisi, qui ont plus d'appui et qui vivront moins de difficultés à la rupture, puisqu'elles se sont construites à l'intérieur et qu'elles vont moins basculer de manière grave ou dramatique lors d'une rupture, si tu veux. Donc oui, on apprend aussi avec les expériences du passé,
on tombe, on remonte, on se reconstruit, voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des personnes qui s'en sortent mieux que d'autres, hein, qui souffrent moins que d'autres. Mais là, je fais une conférence pour ceux qui chutent, en fait. Et l'accompagnement, il est aussi, l'accompagnement que je fais, c'est pour les gens qui vont... Séparation douloureuse, ça s'appelle, c'est pas pour ceux qui me surmontent. Tant mieux pour eux, hein. On n'est pas égaux hein, devant l'attachement. Il y a des gens qui ont plus de facilité à s'attacher, à se détacher, et d'autres qui vraiment, la séparation, c'est extrêmement douloureux, c'est très, très à vif, quoi. Voilà. J'ai une question. Est-ce que ça s'applique aussi aux ruptures amicales? Oui, tout Merci. à fait, parce que l'amitié, ça peut être investi comme c'est de l'amitié amoureuse, des fois c'est très, très, très investi, et tu peux avoir une fracture, hein, vraiment, de quelqu'un qui était très, très proche, avec une grande intimité, puis d'un coup s'éloigne, et tu ne sais pas pourquoi, ou tu n'as pas bien compris de nouveau. Ce qui est difficile, c'est le manque d'informations claires. Pour faire un deuil, quand vous ne savez pas pourquoi, c'est des motifs à la noix, en fait, mais vous ne savez pas vraiment ce qui s'est produit, ce n'est pas clair. Et là, on a beaucoup de mal à fermer une boucle quand on n'a pas les infos en clair. Et c'est normal, parce que notre cerveau cherche toujours à traiter, à résoudre, chercher à comprendre quelque chose, quoi. Le problème, c'est que l'autre ne donne pas les infos, souvent. Et donc, tu es là, tu bugs sur ton truc, mais pourquoi? Mais oui, l'amitié peut être extrêmement semblable à l'aventure du couple amoureux. Tout à fait pareil. Surtout relié au partage d'intimité, de la proximité que tu as eue et de la profondeur des échanges et du soutien, etc. Voilà. Ce qui serait aussi une dernière chose, vous pouvez aussi faire un exercice que vous pouvez faire, c'est... ça, j'ai pas eu le temps de le faire, tant pis. Voilà, le journal des comportements automatiques, c'est vous le ferez chez vous, hein, de prendre une feuille et de lister sans jugement vos comportements post-rupture. Voilà. Quels besoins j'essaie de satisfaire quand je me dis qu'il est avec une autre ou qu'elle est déjà en couple et que moi je ne suis pas bien. Voilà. Que je me dis que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. Donc de noter soit vos peurs, soit vos jugements et les comportements que vous avez qui ne calment pas la peur, mais qui l'alimentent. Voilà. Donc après chaque comportement automatique, que ce soit ce qu'on a vu, hein, la peur de l'abandon, la peur de l'avenir, la peur de ne pas surmonter, enfin tout ça, je ne suis pas assez bien... Si vous êtes en rupture, après chaque comportement automatique, ça c'est ce qu'on fait dans les thérapies comportementales et cognitives, vous notez le comportement donc, que vous faites spontanément, la première chose qui vous vient à l'esprit, et ce que vous faites, et posez-vous la question, est-ce que je fais ça parce que ça me fait du bien ou parce que j'ai peur? Parce que si vous vous laissez dominer par la peur, ben c'est mieux d'être conscient que c'est un comportement automatique qui vient d'ailleurs, que ce n'est pas le partenaire en fait qui est en jeu, plutôt que de parler du partenaire, de voir que c'est un vieux truc du passé qui est alimenté, et d'être plus conscient pour éviter d'être bloqué dans la peur et d'y croire. Voilà, de donner moins de chance, par exemple sur le rejet, on l'a vu, de donner moins de chance à la partie qui a peur d'être rejetée, d'être active, donc de la noter consciemment. C'est ma peur du rejet qui crée ce comportement-là, par exemple. Tu vois ? Donc ça permet de faire un pas de côté déjà et de ne pas être identifié au comportement de sabotage. Voilà. Donc c'est mieux d'être plus conscient. Voilà. Et à la fin, une fois que, autre conseil, dernier conseil, parce que pour transformer la rupture dans quelque chose qu'on ne subit pas, mais quelque chose qu'on transforme, qu'on apprend comme un apprentissage, une leçon, ben de faire sur une page, par exemple, 3 colonnes, ce que vous avez perdu, vous notez, ce que ça a réveillé en moi, donc par rapport aux peurs, etc., tout ce qu'on a dit, et ce dont j'ai besoin, de travailler sur vos besoins. Parce que souvent, la relation, en fait, l'autre répond à des besoins. Et on confond toujours, très souvent, la stratégie, même l'amitié. Je confonds la stratégie de nourrir certains de mes besoins avec la personne. Donc, par exemple, elle était tendre avec moi, elle me faisait des câlins tout le temps et ça me faisait chaud.
Et donc, je sors du froid, moi j'avais besoin de chaleur, et donc, voilà, ça me faisait du chaud et du doux. Et donc, le besoin, c'est d'avoir du chaud et du doux. Voilà. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus dans la transformation, de revenir à la troisième colonne, ce dont j'ai besoin, plutôt que de rester scotché sur « il ou elle me manque, j'ai perdu, et je perds mon identité, ou tout ça, et je ne suis plus que la moitié de moi-même, et je suis une âme en peine, et je ne sais pas quoi. » Donc c'est très intéressant de décoller, déscotcher le besoin de la stratégie, qui est la stratégie du couple, qui est le partenaire en fait. Vous avez accroché le partenaire à un besoin, ou à des besoins, comme la tendresse, comme être validé, être encouragé, être soutenu, etc., etc. Donc voilà, ça vous rend plus autonome. Donc voilà pour le dernier exercice qui pourrait vous aider en cas de rupture. Et puis sinon, voilà, venez à ma prochaine formation. Petit pub, ce sera au mois de mars. Merci.